Warsoft TV. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de la Warsoft TV 2.0. Au sommaire de cette édition, tout d'abord nous retrouverons Guigui de Soft News, qui va nous parler encore une fois des dernières news et événements. Puis nous irons voir une présentation de réplique du bar, faite par moi-même. Puis nous retrouverons LCF, un youtubeur très peu connu mais qui commence à grimper dans le nombre d'abonnés, qui vous présentera un petit peu son vécu ainsi que ses travaux, qui sont très intéressants. Et pour finir en beauté, nous retrouverons Canseb, que nous aurons en direct. Enfin, non, je fais croire que c'est en direct, bien sûr. Les news. Donc tout de suite, Guigui, vous me recevez? Oui Léo. Bon, à vous de jouer. D'accord, et on commence avec les répliques. Et ce mois-ci, nous sommes vraiment gâtés avec quelques nouveautés très intéressantes, comme la disponibilité en précommande de la MG34 RWA AEG chez Red Wolf. D'une beauté époustouflante, elle pèse 7 kg 350 g, mesure 1 m 240, a une puissance annoncée de 330 fps et tire exclusivement en full automatique, ce qui est une petite entorse au modèle RS qui avait la possibilité de tirer en semi-automatique. La réplique sera livrée avec un chargeur type Trommel d'une capacité de 1500 billes et elle fonctionnera avec une batterie LiPo 11,1 volts 1300 mAh de format ALPEQ. Le prix quant à lui est de 1480 $, de quoi repousser beaucoup de joueurs. On reste toujours chez Red Wolf qui nous propose son nouveau custom de réplique, le PTW Simon Rainer Arms Capability Tactical sous licence officielle Simon Rainer Arms. D'un poids de 2,72 kg, elle mesure 790 mm, tire en semi et full automatique et génère une puissance de 390 fps. Elle sera livrée avec un chargeur mid-cap de 120 billes. Son prix quant à lui est très dissuasif avec 2288 $ affichés. Maintenant, parlons de WE qui nous propose deux vidéos de son nouveau prototype de MP5K GBBR. D'un assez bel aspect, on remarque la présence du burst, ce qui pourrait dire que ce modèle s'inspire du modèle réalisé par VFC. Cybergun nous propose aussi deux nouvelles répliques, avec une M4 CQBR GBBR de marque King Arms, ainsi que la redisponibilité de la Smith & Wesson MP15 King Arms. Pour rester dans la lignée des Armalite, Madpool nous propose son nouvel AEG sous licence Barrett, un Rec 7 M4 disponible en 3 versions, avec un canon de 8,7, 10,5 et 14,5 pouces. Les marquages seraient réalisés au laser. Elle sera équipée d'un garnement RIS de type Daniel Defense Omega X, d'une cross-crâne et de la reproduction fidèle de la culasse Barrett. Maintenant, on voit une toute nouvelle marque faire son apparition, ENL, avec toute une gamme de répliques d'AK à des prix de milieu de gamme et des finitions plus que satisfaisantes. Elles sont disponibles en précommande chez Gunfire avec 10% de remise. Classic Army quant à lui nous propose de nouvelles répliques début de gamme ressemblant à une M4. Elle diffère de celle-ci via son corps qui possède une forme plus spécifique. Elles seront construites entièrement en fibre de nylon. Et on finit ce long sujet sur réplique avec APS qui nous présente une nouvelle version de son ACP 601 avec une peinture multicam. Maintenant on passe aux accessoires et on commence avec ICS qui nous présente deux nouveaux chargeurs inspirés des chargeurs PMAG Madpool, disponibles en version high cap 300 billes et low cap 45 billes. Ils sont annoncés compatibles avec toute réplique utilisant des chargeurs Stamag. On a aussi le droit à une nouvelle crosse type MOE ainsi que son tube de crosse. Les deux seront vendus séparément, mais ICS a communiqué un plan avec les cotes de la crosse et du tube. Cela permettra à tout joueur voulant acheter la crosse de savoir si son tube de crosse est déjà compatible et ainsi éviter l'achat du tube de crosse ICS.
Ares, lui aussi, nous propose de nouveaux chargeurs type Amoeba en version mid-cap et high-cap, sans plus de précision. Et parce que l'on dit jamais 203, Madpool nous propose eux aussi des nouveaux chargeurs sous licence Troy Industries avec son ergot de prise rapide. Madpool nous offre aussi de nouveaux canons de précision du diamètre 6,03 mm construits entièrement en acier. Et on finit ces longues news avec les Gear où Cybergun nous présente son nouveau gilet tactique en coloris OD. Donc voici enfin ce qui clôt ce point news. N'hésitez pas à retrouver Soft News sur sa nouvelle chaîne YouTube que vous pourrez retrouver dans la description. Et puis nous allons maintenant passer tout de suite à... Oui, nous allons au bar, oui c'est bien ça. La review du mois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, découvrons ensemble le bar. Et oui, Jamy, je suis actuellement devant un bar qui fut construit en 1918. Et on y vient souvent à deux, d'où le nom Bar 1918 à deux. Eh mais Fred, barre-toi de mon émission! Oh, un compteur de jeux de mots hyper pourri et prévisible. Oh là là. J'espère que je vais pas exploser le baromètre, hein. Oh merde, un de plus. On va voir ce que ça donne à la fin de la vidéo. Oh pinaise! Commençons donc par le traditionnel historique de cette arme. Donc le bar, le Browning Automatic Rifle 1918, a été conçu par Monsieur Browning, normal, non pas Brownies, en 1916. Il fut mis en service en 1917, un petit peu après que les Américains soient venus nous filer un petit coup de main en France, tout simplement parce que au moment où ils sont arrivés, ils ont récupéré du matériel français. Des fusils mitrailleurs Chauchat. Le Chauchat n'a jamais été fiable de toute façon. Au revoir, Chauchada! Et donc le FM Bar 1918, première version qui n'est pas celle-là, a été construit à 85 000 exemplaires entre 1917 et 1918 par Winchester, Colt et Marlin. Au début des années 20, il y a l'US Cavalry qui a modifié un petit peu celui-là pour faire une version M1922. Et en 1937, l'armée américaine modifie les bars 1918 en rajoutant un bipied ici pour faire un bar 1918 A1. Et enfin, le 30 juin 1938, on a la version A2 qui vient dire coucou et qui sera utilisée massivement pendant la Seconde Guerre mondiale et bien après encore. Au début de la fabrication du A2, celui-ci, l'armée américaine n'avait pas assez de fric, encore une fois, pour pouvoir faire que des nouvelles pièces. Ils ont donc repris des anciennes, 1918 normaux, A1, et ils les ont reconvertis en A2. Ils ont donc changé la crosse, ils ont changé le garde-main avant, ils ont rajouté le bipied ici. Ils ont également changé cette partie-là, avec une partie couvrante maintenant, qui permet d'insérer le chargeur beaucoup plus facilement. La crosse est reconnaissable pour le A2 parce qu'elle a un trou ici pour mettre un pied. Non, pas un pied comme ça! Le bar 1918 A2 a une longueur de 1,21 m. Ça fait pas mal, hein? Et un canon de 61 cm. Le chargeur a une capacité de 20 cartouches en 30,06, comme le Garand. Pratique. Et la masse de l'arme, 8,82 kg. Ça fait quand même pas mal, hein, c'est un beau jouet. Et au cours de la guerre, on a eu également l'ajout d'une crosse en bakélite. Alors, même les experts à l'heure actuelle débattent sur est-ce qu'il y a eu des crosses bois, est-ce qu'il y a eu que des crosses bakélite, etc. Donc, mon avis, il y a eu les deux. J'ai trouvé quelques photos où on devine que c'est du bois, c'est exactement la même couleur que la partie avant. Ici, elle est en bois, et ben tant pis, on la laisse en bois. Après, libre à vous de la repeindre pour imiter la bakélite, mais... Et à la fin de la guerre, on a une poignée qui vient se rajouter ici. Une poignée de transport qui permettait de le transporter plus facilement quand on courait. Mais il n'en a pas eu pendant la Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, mais pas avant. Le FM Bar, c'était une arme de groupe, donc
il fallait plusieurs personnes pour pouvoir le manipuler. Un tireur. Hein, le tireur bar, c'était le barman? Non, c'était pas ça. On dit un bar gunner. Donc un tireur, et puis un ou deux pourvoyeurs qui vont se trimballer avec soit un ceinturon bar, donc eux étaient armés de garant, avec du coup des bandoulières supplémentaires pour leur propre clip de garant, ou alors l'inverse, avec un ceinturon garant, vu qu'ils ont le garant, et des bandoulières bar. Très difficile à trouver en copie, en original, n'en parlons pas. Ensuite, passons à la réplique par ACM. Le bar Airsoft, il existe 3 versions, 4 versions de cette réplique, enfin 3,5. Alors tout d'abord, c'est VFC qui a commencé à lancer le mouvement il y a quand même pas mal d'années, qui a fait un bar à 1500 €. Donc de très bonne qualité, très bon retour, mais bon, 1500 €, faut pouvoir les sortir. Ils ont refait quelques années plus tard une édition un petit peu plus cheap, seulement 1000 €. Quelques années après, on a ACM qui a fait son apparition, donc ACM pour All China Made, qui a fait son apparition pour dire bah voilà, nous aussi on va avoir notre place sur le marché. Ils ont donc fait cette réplique. Bon, bien sûr, elle avait pas cette gueule là avant. Hein. Ah tiens, voyons voir quelle tête elle avait. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo de présentation de réplique. Ouais, pas mal. En un mois ça a bien changé. Et donc elle était d'ailleurs disponible à un seul endroit. Et enfin disponible c'est un grand mot, c'était en pré-order. Et les gens qui ont fait des pré-orders se sont fait niquer. Le mot est faible en fait, ouais, 350 € dans les dents, ça fait mal. Petite dédicace à mon cher Willy Gaines. D'ailleurs vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description, en deuxième lien. Ça lui fera plaisir que vous alliez faire un petit tour, puis à moi aussi du coup. Et enfin la dernière version sortie il y a très peu de temps, un an, c'est la version de la marque JS Tactical, mais aussi AY. Bon, je l'appellerai le JS Tactical, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Il y a deux marques qui vendent exactement la même réplique. Alors est-ce que c'est la même qui a deux noms différents, ou est-ce que c'est deux marques qui ont acheté le même modèle? Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez des éclaircissements, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et qui ont sorti un bar avec une mécanique interne pas top. De ce que j'ai vu sur les reviews, parce que oui, pour une fois, j'ai lu les reviews avant d'acheter, ben, c'était vraiment pas top. Et surtout, en extérieur, c'était plastique. Ça c'était en plastique. Mais il y a un avantage que celui-là n'a pas, c'est des marquages. Moi, j'en ai pas. J'ai le bois, mais j'ai pas les marquages. Tant pis. En fait, pour avoir un bar complet, avec marquage et crosse-bois, il faudra acheter les deux, les mettre en parallèle, et puis prendre le corps du bar JS Tactical pour le mettre sur le bar ACM. Bon, ça reviendrait cher, hein. J'ai hésité à le faire, mais... ouais, non, quand même pas. Ou là, on pouvait acheter un kit bois aussi. Et donc ces deux versions sont vendues sur le site Airsoft pour un prix moyen de 320 $. Les chargeurs supplémentaires, ils coûtent pas très cher, 15 $, mais j'y reviendrai après. A noter également la surprise, la désagréable surprise de voir que les frais de port étaient de 100 €. Aïe, ça fait mal. Du coup, comme j'en ai eu marre, et ben j'ai acheté un vrai bar, je l'ai zigouillé, j'ai foutu une gearbox dedans. J'ai acheté un vrai bar, je l'ai zigouillé, j'ai foutu une gearbox. Oh, sacrilège! Putain, mais il est fou! Mais non les mecs, je déconne, arrêtez, mais non! Je rigolais. Voici deux photos, par JS Tactical et par ACM. Il n'y a pas exactement les mêmes choses dans le pack. Il y a une tige de nettoyage qui est en plus sur le JS Tactical par rapport au ACM. Vous me direz, c'est exactement les mêmes, mais pas l'interne. Comme je disais, le JS Tactical a quelques soucis au niveau de l'interne, le mien n'en a absolument pas. Vous voyez, quand j'ai vu sur les reviews, ça tapait grand max à 300 fps. Le mien, bah voici un petit test chronie. Et je n'ai fait que le démonter, le nettoyer, enlever toute la graisse, en remettre de la nouvelle, de lubrifiant, et remonter. C'est tout. J'ai rien changé à l'intérieur. D'ailleurs, vous pouvez voir la photo du bar éclatée ici.
Ouais, c'est un bel open bar. Hein. Oh merde. Donc la bête fait 5,6 kg. C'est moins que la vraie, mais... Là, enfin déjà, depuis le début de la vidéo, je le porte et je commence à le sentir. Hein. D'ailleurs, elle est tellement lourde que je m'en sers d'haltère. Hein. N'interprétez pas ce que j'ai dit, je ne parlais pas de ma belle-mère, elle est très gentille. La batterie qui est fournie avec, elle est vraiment pas terrible. Donc déjà, le premier achat, c'est de pouvoir acheter une batterie et un vrai chargeur de batterie. Parce que, comme d'habitude, le chargeur de batterie d'origine, c'est de la merde. Elle se met dans la crosse. L'inconvénient, c'est que pour pouvoir accéder à l'intérieur de la crosse, c'est pas comme le Garand où ceci se déploie vers l'extérieur, là c'est vers l'intérieur. Donc pour aller choper la batterie, bah c'est juste pas possible parce que justement la batterie bloque. Donc il faut démonter, vis ici, vis là. Et le problème c'est que les vis vont directement dans le bois. Donc après un petit moment, vous aurez dévissé et revissé, donc quelques mois, voire même quelques années, bah, c'est pas de vis qui va commencer à ne pas kiffer du tout. Ensuite, passons aux améliorations. Bon, je reviendrai pas sur l'interne, parce que le mien va très bien. Et juste un truc, il va falloir changer le ressort si vous voulez tirer en full. Après, toutes les assos n'accepteront pas forcément cette bestiole. Bah, pour changer le ressort, c'est vraiment hyper simple. Petit exemple en vidéo. Voilà, donc vous mettez un M90 et puis après vous redescendez en dessous de 350 fps. Maintenant passons à l'extérieur. Je l'ai entièrement décapé. Pour rien. Ouais, je me suis fait chier pour le décaper. Mais en fait, je me suis rendu compte une fois que le bestiau était décapé que je ne pouvais pas le rebronzer. Donc, enfin si je pouvais rebronzer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. C'est tout. Donc j'ai dû le repeindre. Ouais. Je me suis bien amusé. J'ai passé 12 heures en tout sur cette bestiole. D'ailleurs j'en ai profité, vu que je l'ai décapé. Le canon ici, le canon externe, avait des énormes aspérités qui accrochaient au doigt. Enfin c'était vraiment pas agréable du tout. Ah oui, c'était un vrai barbelé avant. Donc oui, j'ai tout repeint à la peinture noire, mais après, comment faire? Bah j'ai utilisé la peinture Ambrol, la peinture à maquette, couleur 53, gris métallisé, passé un bon coup de pinceau, j'étalais avec un chiffon, histoire de pouvoir diminuer un petit peu cette teinte et faire une sorte de dégradé. Et puis après, sur les arêtes, ça ne se verra pas à la caméra, mais sur les arêtes, j'ai passé de la légère peinture Ambrol 56, donc qui est alu mat, pour que ça fasse un petit reflet, pas non plus que ce soit écaillé, donc nuance. Attention, il faut y aller vraiment avec parcimonie, il faut y aller doucement. Le levier d'armement d'ailleurs découvre le hop-up qui est ici. Et donc pour le bois, j'ai voulu utiliser du décapant, ça servait à rien, donc Dremel tout simplement. Et le bois est quand même d'assez bonne qualité, j'étais assez étonné, je m'attendais à bien pire. Ce qui fait que bah, pour le reteinter, vraiment aucun problème. J'ai ma petite recette, de la teinture, du fondur, après de l'huile de lin, et puis de la patine à l'ancienne. C'est comme ça que ça s'appelle. Lorsque vous recevrez votre réplique, je vous conseille juste un truc. La démonter entièrement, garbosse comprise, pour nettoyer l'intérieur. Parce qu'elle est pleine de merde. Eh, une bouse de bar, c'est une barbouze. Toi, tu peux aller te faire foutre, s'il te plaît? Hein? Puis voir sur la colline là-bas si j'y suis. Et ils y allèrent. Le bipied en lui-même, pour l'installer, c'est tout con. On dévisse dans le sens inverse de d'habitude. Le cache-flamme. Oh, le fail! Pour installer les bipieds, on dévisse le cache-flamme dans le sens inverse de d'habitude. On l'installe. On remet le cache-flamme. Je ne l'ai pas refait parce que j'ai pas envie de l'utiliser. Il était quand même assez peu utilisé pendant la Seconde Guerre. C'était uniquement vraiment quand c'était sur des positions fixes, parce que ça fait quand même un petit poids en plus. Il est réglable en hauteur, comme ceci. Et puis, bah voilà, on peut le replier. Et il peut être mis à 360 degrés. Une arme en plus peut-être?
Headshot. Oh là, le gros fail. Oh la belle trace. Salut, t'es toute seule? Tu vas encore chez tes parents? Ah, ouais, t'es une sacrée tâche, ouais. Le chargeur, il a une contenance de 200 billes à l'origine. Chargeur high cap. Mais pourquoi ils ont mis un trou là? Ok, c'est pour pouvoir le recharger avec une clé. Mais franchement, c'est moche, ça sert à rien, il y a une molette en dessous, c'est déjà suffisant, merde. J'ai entendu dire que les chargeurs, ils avaient quelques ratés. Bah, moi non, j'en ai pas eu. Je peux les utiliser sans problème. J'ai essayé d'en convertir un en low cap de manière très artisanale. En fait, il y a deux façons de pouvoir le convertir en low cap. La première, c'est d'acheter des chargeurs de M16 Vietnam, démontables, bien entendu. On adapte l'intérieur à l'intérieur de celui-là. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas exactement les mêmes codes, donc il va falloir adapter ce chargeur pour que ça puisse passer. Moi, j'ai voulu faire, vu que j'avais pas ce genre de chargeur, j'ai réutilisé un ressort que j'ai mis dedans. Donc voici la gueule que ça a à l'intérieur. C'est pas spécialement beau, et ça sert pas à grand chose. Je peux tirer 12 billes à la suite, sans aucun problème, sans avoir besoin de recharger. Bon, au moins, ça fait pas un bruit de maracas quand je me balade. Hein. Pourquoi que 12 billes? Tout simplement parce que j'ai beau avoir une capacité d'une vingtaine, voire un petit peu plus de billes dans ce chargeur nouveau low cap. Le principal problème, c'est que le puits qui va remonter du chargeur au bloc hop-up est quand même assez haut. Donc, il faut pouvoir alimenter tout ce puits en billes, et donc ça fait toujours 7 billes en moins qui partent. Mais l'avantage d'avoir des chargeurs en low cap, déjà il faut en acheter plusieurs, ça c'est cool pour remplir les porte-chargeurs, mais surtout bah, du coup il n'y aura plus la molette, vous pouvez combler tous les trous, ce que je n'ai pas encore fait ici. Passons maintenant au test de tir. On peut voir que c'est quand même une réplique qui est sympathique pour les tirs de couverture. Et enfin, dernier inconvénient de cette réplique, on a des petites lamelles situées juste au-dessus de la queue de détente, donc à ce niveau-là, qui font contacteur avec la queue de détente lorsqu'on l'appuie. Et bah, cette petite lamelle a une fâcheuse... Enfin, c'est pas... Pas de mots. En fait, à l'origine, elles sont un petit peu mal placées, il faut les retordre un tout petit peu, voire même rajouter une épaisseur de laiton sur la queue de détente en elle-même, sur le contacteur, pour que au moment où vous appuyez sur la détente, il se passe quelque chose. Et voici ce que ça donne avec une batterie chargée, contrairement à mon test de tir. Belle machine à coudre, hein. En conclusion, je dirais que pour pouvoir faire quelque chose de ce bar, eh ben, il faut y passer du temps. N'oubliez pas d'entretenir vos répliques avec soin. Ne faites pas comme moi. Hein? Ça serait dommage. N'allez surtout pas voir ces vidéos, n'allez pas voir le lien que j'ai mis dans la description, ça lui ferait de la pub et ça lui ferait plaisir. Donc non, ne le faites surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur pouce vert. Si vous m'aimez moi, partagez-la. Si vous aimez la vie, abonnez-vous à ma chaîne aussi, tant qu'on y est. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo de présentation de réplique. Bien sûr, cette vidéo était partiellement coupée afin de vous laisser un petit peu de suspense. Vous pourrez retrouver la vidéo intégrale dans la description une fois encore. Interview. Nous retrouvons LCF. LCF, vous me recevez? Bon, eh bien, vous êtes un grand passionné d'airsoft. Pouvez-vous un petit peu nous raconter l'histoire de cette passion? Et comment avez-vous découvert cela? Bonjour à tous, bonjour Néo.
En fait, j'ai commencé l'airsoft vers la fin des années 80. J'ai toujours eu la passion des outils dangereux durant ma jeunesse. Et c'est un armurier chez qui j'étais venu pour m'informer sur des répliques d'alarmes et des quasi-armes de ce type-ci, qui m'a fait découvrir en fait à l'époque les premiers Spring qui étaient des Marui et les premiers modèles GNBB comme le Wilson Combat de chez MJC que j'ai toujours, donc à culasse fixe, ou encore le 93R de chez MJC, pareil, culasse fixe. Celui-ci avait un petit intérêt, c'est qu'il était en plus en double action. Combien de répliques possédez-vous environ, et combien de tenues, et quelles sont-elles? Nous sommes très intéressés de savoir la réponse à cette question. Je ne sais pas précisément. Je dirais une quarantaine de répliques de poings, une vingtaine de répliques d'épaules. J'ai souhaité faire des reviews et des tests de tout mon matériel, mais j'ai vite réalisé que ça allait être très difficile par manque de temps. Alors pour les tenues, j'ai une tenue type SWAT, une tenue camouflée moderne incomplète, et un uniforme de para-américain de la 82e, complet et en partie authentique. Quelle est votre tenue préférée et quelle est votre réplique préférée? Ma tenue préférée est le GI de la 82e. Mais ce n'est pas celle avec laquelle je joue le plus. En fait, j'utilise des tenues camouflées extrêmement légères et basiques, mais qui sont adaptées au terrain sur lequel je joue. Pour cet hiver, j'ai l'intention d'investir dans du matériel de chasse confortable et chaud, avec un camouflage réaliste imprimé hyper efficace. Pour les répliques, il en va de même. Je préfère mes répliques Deuxième Guerre mondiale, mais je joue avec un Smith & Wesson MEP15, dont je me fous complètement de l'abîmer. Je commence à jouer avec une AK, qui est peut-être encore moins originale. Une AK de chez Sima, qui est partiellement tunée avec remplacement de bois RS, cache-flamme RS, visée acier RS. Sangle évidemment, mais je ne peux pas encore vraiment en parler parce que je commence seulement à jouer avec. Quel est votre métier dans la vie civile? En fait, je suis capilliculteur biocosméticien freelance. Est-ce que vous pratiquez souvent l'airsoft? Une ou deux fois par mois, sur un terrain privé dans des bois, et tous les jours à la maison, que ce soit pour la customisation ou pour le tir récréatif de 5 à 10 mètres. Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et d'autres forums? Oui, je suis sur plusieurs réseaux sociaux, forums Airsoft TRS, sous divers pseudos. Je suis actif sur Facebook, mais j'en réserve l'accès à un tout petit nombre de personnes de confiance, que je connais et rencontre dans le monde réel, car je ne cherche pas la popularité à tout prix. Que présentez-vous sur YouTube? Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques exemples de vos travaux, ce que vous avez déjà réalisé? A la base, comme j'expliquais précédemment, je souhaitais présenter des reviews de tests de toutes mes répliques, car je veux connaître à fond les sujets présentés. Ensuite, et par manque de temps, j'ai décidé de m'axer sur la personnalisation et le partage de mon petit savoir-faire, afin que d'autres ne galèrent plus, et ne dépendent pas de marchands sans scrupules pour obtenir une réplique réellement unique. Alors voici divers exemples. Donc ici on a un 1911-1 qui a été raccourci, sur lequel j'ai ajouté une visée RS Millet, un jet funnel. Ici on a un kit guarder que j'ai présenté dans une vidéo qui a été monté sur une mécanique Marui, avec rebronzage complet à l'aluminium black. Ou encore un Luger. Ici c'est une réplique quasi-arme. Je dois encore travailler une réplique Airsoft WE, mais c'est pour donner une petite idée de ce que donnera le résultat final. Je travaille sur du cheap aussi. Donc ici c'est de l'Army, donc c'est une réplique qui est sympa, qui n'est pas chère du tout, mais qui n'a pas des proportions tout à fait exactes par rapport à un Gold Cup. En fait le slide est beaucoup trop épais, beaucoup trop haut, mais on peut malgré tout s'amuser à le polir. Donc, dans un premier temps, ça a été de réduire la longueur du canon qui dépassait trop, élargir l'ouverture qui permet d'éviter l'enrayage, mettre une paire de plaquettes Bianchi parce que je les avais sous la main. Ensuite, je vais commencer à alléger la glissière en préparant en fait un compensateur de recul qui va se placer ici sur le haut. Sans doute retravailler le pontet et également mettre un jet funnel et un talon de chargeur. Ah oui, je réalise également mes plaquettes de crosse de 1911 pour l'instant moi-même, donc en utilisant une technique de moulage de résine polymère. J'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer ma méthode. Et donc voici un exemple de montage sur un 1911 de plaquettes imitation corne.
Et maintenant, la traditionnelle question déjantée. Comment battre un grizzly d'Amérique centrale, d'après vous? En utilisant un Colt 1911 à 1, chargé avec de la salade pour Big Mac, évidemment. Merci beaucoup pour votre participation à LCF. Et que l'airsoft soit avec vous. Et avec toutes vos billes. Interview. Oui, nous retrouvons maintenant Kenseb pour la dernière interview. Kenseb, est-ce que vous me recevez? Oui. Tout d'abord, merci d'avoir participé à cette interview. Vous comptez parmi les youtubeurs les plus populaires au monde, n'ayons pas peur de le dire. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre aventure et comment a-t-elle débuté? Eh bien, salut tout le monde, et puis merci pour cette interview, ça fait toujours plaisir, ce genre d'attention. Alors, mon aventure, elle a débuté, je crois, en 2007, puisque c'est l'année où je me suis inscrit sur YouTube. Alors, faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'en 2007, YouTube, c'était pas la grosse machine qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y avait moins d'utilisateurs, moins de vidéos, les gens étaient moins bien équipés. Aujourd'hui, à peu près tout le monde peut se permettre de se payer une caméra HD, mais à l'époque, les gens utilisaient la fonction caméra de leur appareil photo et c'était des vidéos beaucoup moins bien. Donc a fortiori, il y avait peu de vidéos d'airsoft, et les vidéos d'airsoft à cette époque-là, c'était quoi? C'était un mec dans une pièce trop sombre qui tenait son appareil photo d'une main et qui de l'autre main manipulait la boîte, la réplique. C'était mal cadré, c'était improvisé, ça durait des plombes et voilà, il sortait le sachet de billes, pendant 2 minutes il commentait la qualité des billes dans le sachet de billes. Et j'ai connu beaucoup de frustration à regarder des vidéos qui duraient des plombes sans que 5 secondes ne soient consacrées au tir. Des fois il y avait du tir, mais c'était presque rien quoi. Alors, je me suis dit que le jour où je commencerais à faire des vidéos moi-même, j'allais zapper tous les commentaires et je n'allais montrer rien d'autre que du tir. Et c'est comme ça que ça a débuté au final. J'ai commencé à faire des toutes petites vidéos de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes où je tirais un chargeur, un demi-chargeur. Et le but, c'était simplement, dans un premier temps, de montrer à mes amis, de montrer aux gens sur les forums à quoi ressemblait telle ou telle réplique quand on tirait avec. Et en somme, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et je pense, en toute humilité, que si ma chaîne a connu un début de succès à ce moment-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la même frustration que moi. Les gens allaient sur YouTube, voulaient voir des vidéos d'airsoft, ils voulaient pas du blabla, ils voulaient pas des commentaires, ils voulaient du tir. Et c'est comme ça que mes vidéos ont commencé à bien fonctionner au final. Très bien, vous fixez-vous un rythme pour faire vos vidéos ou est-ce que c'est vraiment au feeling? Les questions du rythme, alors ça a beaucoup changé, hein, c'est clair. Au tout début, ma chaîne, j'y mettais une vidéo tous les 2 mois, tous les 3 mois à peu près. Aujourd'hui, ça a plus changé. J'essaye au minimum de mettre une nouvelle vidéo par semaine. Si je peux en mettre 2, c'est bien. Après, j'essaye de ne pas en mettre trop non plus parce que j'ai pas envie de monopoliser la page principale des utilisateurs de YouTube. Et d'une façon générale, j'essaye de mettre un minimum d'effort dans mes vidéos aujourd'hui. Donc, je préfère mettre peu, entre guillemets, de vidéos, mais qu'elles soient de qualité pas trop mauvaise, quoi. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps pour gêner une chaîne avec autant d'abonnés? Et est-ce que vous êtes seul dans l'aventure? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'heure actuelle, ça me prend beaucoup de temps. Et là aussi, ça a bien changé. Au début, quand je mettais une vidéo tous les 3 mois et que mes vidéos étaient ultra simplistes, ça me prenait quoi, un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Hein. J'allumais la caméra, je tirais le demi-chargeur, j'éteignais la caméra, je mettais en ligne, j'écrivais 2 lignes de commentaires et puis basta. Aujourd'hui, entre le tournage à proprement parler de la vidéo, entre le montage derrière, entre la rédaction des sous-titres et la traduction des sous-titres, parce que ça prend du temps également, la description que je mets dans la vidéo description que personne n'a lit, tout ça, oui, ça prend un temps considérable. Sans compter que j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de répondre aux questions qu'on me posait, à répondre aux questions qu'on m'envoyait en privé. Bon, j'ai pas le temps de tout faire, bien sûr, mais j'essaie de consacrer un minimum de temps à ça. Tant et si bien que, en moyenne, j'y passe tout mon samedi, entre le tournage des vidéos, le montage, les commentaires et tout. Je consacre tout mon samedi à ça, et tous les soirs, j'essaie de prendre une bonne heure pour répondre aux commentaires, pour alimenter ma page Facebook, ce genre de choses. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je prenne un stagiaire,
mais bon, j'en suis pas non plus à ce niveau-là. Avez-vous des conseils ou des recommandations à donner à des débutants sur YouTube? Il y a beaucoup de monde qui commence une chaîne en ayant manifestement pour seul objectif d'avoir de la reconnaissance. Les gens, ils veulent avoir plein d'abonnés, ils veulent avoir plein de vues, ils veulent avoir plein de j'aime. Mais c'est pas une bonne source de motivation, à mon avis, pour faire des vidéos sur YouTube, parce que pour que votre chaîne ait un minimum de succès, il faut que les gens aient envie de venir voir vos vidéos. Et pour que vous puissiez créer des vidéos que les gens ont envie de voir, il faut que vous ayez envie de les faire. Si ça vous fait chier de faire des vidéos, ça fonctionnera pas. Ça pour moi c'est clair et net. Après des conseils, il faut que votre chaîne ait une plus-value, quoi. Il faut pas que vous essayiez de faire la même chose que tout le monde, il faut que vous essayiez de trouver quelque chose qui pourrait vous démarquer des autres. Moi, pourquoi je pense que ma chaîne a eu du succès, c'est parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le tir. C'est le leitmotiv de ma chaîne. On regarde une vidéo, ça commence par du tir, et on voit ça tout de suite. Alors, pour faire acte d'humilité, il faut bien que je reconnaisse, je pense que si ma chaîne a eu pas mal de succès, c'est parce que j'étais là au bon endroit au bon moment. Et si aujourd'hui je recommençais à zéro avec la concurrence qu'il y a à l'heure actuelle, je suis pas sûr du tout que je connaîtrais autant de succès. Voilà, il faut que vous ayez envie de faire des vidéos et que vous trouviez votre style, quoi. Je pense que c'est déjà de bons conseils. Faites-vous partie d'une association et est-ce que vous jouez souvent? Alors, je fais pas partie d'une association à proprement parler, je fais partie d'une équipe, la SML Airsoft, qui basiquement est une bande de copains. On se retrouve de temps en temps, on joue, on a des amis dans d'autres équipes, on est souvent invité à des parties, ça s'arrête là. Quant à ma fréquence de jeu, c'est assez ironique parce que le jour où j'ai commencé à faire des vidéos de parties, c'est-à-dire le jour où j'ai acheté une GoPro, je crois que c'était en juin 2011, et bien c'est à peu près à ce moment-là que ma fréquence de jeu a drastiquement été réduite. À l'heure actuelle, je joue à peu près une fois par mois, et avant je jouais 2 fois plus souvent, quoi. Je jouais 2 fois par mois, voire 3 fois par mois. Bon voilà, une fois par mois j'essaie de me coltiner à ça, parce qu'entre le temps que je passe à ma chaîne et le repos que j'ai envie de prendre comme tout le monde, une fois par mois c'est bien, quoi. Ça me permet de bien équilibrer mon temps d'airsoft et ma vie sociale, ma vie familiale. Quel est votre meilleur souvenir d'airsoft et quel est votre pire? Mon meilleur et mon pire souvenir d'airsoft, c'est une bonne question. Alors, j'ai pas vraiment de meilleur et de pire souvenir, mais disons que d'une façon générale, mes meilleurs moments d'airsoft, c'est clairement quand je joue sur un terrain en petit comité avec des gens que je connais bien. Typiquement, l'une des dernières parties que j'ai faites au fort de Angry Target avec la Tatanica, ça c'était une partie géniale. On était un petit comité, tout le monde était fair play, il y avait une bonne humeur. C'est typiquement les parties comme ça que j'aime bien. A contrario, des parties que j'ai pu faire où on est 150, où on est 200, fatalement dans le tas, t'as toujours une bande de chieurs, des gens qui jouent pour la gagne, des gens qui jouent pas avec le même état d'esprit que moi, quoi. Et souvent ça conduit à des parties qui sont à mon avis beaucoup moins intéressantes. Après c'est une question de point de vue, on n'a pas forcément tous les mêmes attentes vis-à-vis de l'airsoft. Moi c'est clair que l'airsoft c'est quelque chose que je prends au sérieux mais pas trop, quoi. Je joue, comme bien sûr que j'essaie de gagner quand il y a une partie, mais j'essaie avant tout de m'amuser. Et des fois mon équipe se fait complètement rétamer, mais ça m'empêche pas de m'amuser. Une anecdote amusante à ce sujet, à la limite, c'est il y a 2 ans, mon équipe, la SML, avait fait une partie privée avec la MSK dans le terrain que j'avais appelé à l'époque le château. Ce jour-là, on s'est fait rétamer, complètement rétamer par la MSK, mais pourtant, ça jouait bien, il y avait une bonne ambiance, et c'est un très bon souvenir, un très bon souvenir. Avez-vous déjà participé à des OP de grande envergure? Et comment c'était? Et sinon, est-ce que c'est dans vos projets? Les OP de grande envergure, j'en ai fait quelques-unes il y a des années.
Et en fait, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour savoir si c'était des bonnes OP ou des mauvaises OP, mais la vérité c'est que j'aime pas ça, les OP. Pour moi l'airsoft c'est se lever tôt, rouler pendant 1 heure, 1 heure et demie, arriver sur le terrain, dire bonjour aux copains, jouer pendant 3 heures, déjeuner, jouer pendant 3 heures, rentrer chez moi et prendre une douche. Voilà, une OP en général, il y a un investissement qui est plus important que ça. Et moi en fait ça m'intéresse pas de m'investir plus que ça, dans le sens où je préfère bien jouer, bien m'amuser pendant une journée et le soir rentrer chez moi. C'est un peu, ça fait un peu pantouflard de dire ça, mais au final c'est vraiment ça que je pense. Et puis en général les OP ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'investissement et les joueurs ont une énorme attente et comment dire, ils n'ont pas forcément tort. Hein. Si je mets 50 € dans un week-end d'airsoft, j'ai envie que ce soit génial. L'organisation parfois va être un peu dépassée, je sais pas. Enfin, entre les feedbacks que je lis sur les forums, entre les feedbacks de certains gens que je connais, j'ai l'impression que les gens sont plus souvent déçus qu'ils ne sont satisfaits. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie d'en faire plus souvent que ça, quoi. Par ailleurs, une OP généralement ça va bloquer tout un week-end. Et moi j'aime bien avoir un minimum de repos hebdomadaire, quoi. Quels sont vos projets pour votre chaîne YouTube? Mes projets, déjà à court terme ça va être de continuer, parce que l'air de rien, après des années à faire des vidéos toutes les semaines, des fois la motivation elle flanche un petit peu, mais je vous rassure, j'ai envie de continuer, ne serait-ce parce que j'ai très souvent des compliments, des gens qui me disent qu'ils aiment mes vidéos, et ça aide beaucoup. Hein. Quand on voit les gens à la télé dire ça, c'est pas des conneries, ça aide pour de vrai. Donc j'essaye déjà de concilier ça avec ma vie quotidienne. Et ce que j'aimerais bien à terme, en fait, ce serait d'en vivre à la limite de ma chaîne. Si je pouvais, j'aimerais bien ne faire que ça. Mais à l'heure actuelle, ma chaîne ne me rapporte juste pas assez d'argent pour ça. C'est peut-être une surprise d'ailleurs pour certains, mais ma chaîne, je suis partenaire Machinima à l'heure actuelle, donc ma chaîne me rapporte des sous. J'ai pas le droit de vous dire combien. J'ai signé un contrat avec des accords de confidentialité, donc j'ai pas le droit de vous dire. Ça me rapporte de l'argent de poche que j'utilise intégralement dans l'alimentation de ma chaîne, hein, entre les caméras, les batteries, les répliques, les frais de port, les taxes, les impôts, les douanes, le gaz, les bifs, hein. Tout l'argent que je gagne avec ma chaîne, je l'utilise pour alimenter ma chaîne. Et si je pouvais trouver un moyen d'en vivre, je le ferais. Il y a quelque chose qui va se mettre en place à ce sujet, je préfère pas trop vous en parler pour le moment, mais dans quelques semaines, quelques mois, il y aura du nouveau à ce sujet, et on verra bien si ça me permet de changer mon fonctionnement. S'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai vraiment atteint une limite en matière d'investissement, aussi bien au niveau du temps qu'au niveau de l'argent. Je ne peux pas me permettre d'en faire plus. J'aimerais bien consacrer plus de temps à faire plus de vidéos, mais à l'heure actuelle, je peux juste pas. J'ai pas le temps et ça va en faire sourire, mais j'ai pas forcément les ressources financières d'en faire plus non plus. J'ai de l'argent à consacrer là-dedans et je m'en sers, mais j'ai clairement atteint une limite à ce sujet. Et maintenant, passons à l'habituelle question déjantée. Qui, selon vous, est le mieux placé pour imiter la corne de brume du directeur de chez D-Boy? Honnêtement, je ne sais pas, car je mets de la crème solaire uniquement sur le dos de ma main, même lorsque je me rase. Merci mon cher Kansei pour votre participation, et que l'airsoft soit avec vous. Et avec toutes vos billes. Merci beaucoup, salut. J'espère que cette émission de la Warsoft TV 2.0 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en mettant un pouce bleu. Oui, ils ont changé de couleur, hein, donc c'est bleu. Et puis en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le lien s'abonner en dessous. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à fournir des vidéos également, donc me contacter par la boîte mail de la chaîne YouTube pour me proposer des vidéos, des interviews, tout en rappelant que je ne me déplace pas. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la dernière émission de la Warsoft TV 2.0.